Ils l'ont traité comme un gardien esclave sans savoir qu'il était le vrai propriétaire de la maison. La grande maison, située au sommet d'une colline dans l'état d'Enugu, était un symbole de réussite. Peinte en blanc éclatant, ornée de balcons sculptés et entourée d'un jardin entretenu avec une rigueur militaire, elle était la fierté d'une famille qui se croyait invincible. À l'intérieur, le marbre brillait à chaque recoin et les éclats des lustres semblaient résonner de la fierté de ceux qui y vivaient. Mais derrière les murs impeccables, une tension invisible flottait, alimentée par l'arrogance des enfants du défunt patriarche et la présence d'un homme que tous prenaient pour moins que rien. Le vieux gardien. Il était arrivé quelques semaines après les funérailles du père, un homme respecté, dur mais généreux. Les enfants du patriarche, 3 fils et une fille, avaient vite pris le contrôle de la maison et des affaires, reléguant le vieux à la petite cabane des domestiques près de la grille principale. Ils ne lui avaient posé que peu de questions. On leur avait dit qu'il avait été embauché sur recommandation, un ancien homme de confiance du père. Mais avec ses vêtements usés, son air toujours calme, son silence presque dérangeant, il le prenait pour un simple vieillard incapable d'avoir une réelle utilité. Le fils aîné, désormais à la tête de l'entreprise familiale, le regardait toujours avec condescendance. Il aimait donner des ordres, souvent inutiles, juste pour affirmer son autorité. Le deuxième fils était plus sournois, et ne manquait jamais une occasion de se moquer du vieillard devant les autres domestiques. La fille, quant à elle, ne le regardait même pas. Elle considérait que parler à un gardien était une perte de temps. Seul le Benjamin, un peu moins cruel, se contentait de l'ignorer sans mépris évident. Chaque jour, le vieux faisait le tour de la maison à l'aube. Il vérifiait les serrures, observait les allées, nettoyait la grille sans rien dire. Il ne répondait jamais aux insultes, aux moqueries, ni même aux ordres absurdes qu'on lui lançait avec mépris. Lorsqu'il parlait, c'était avec une lenteur presque déstabilisante, une voix grave, comme venue d'un autre temps. Il semblait voir tout sans jamais se mêler de rien. Un jour, alors que la famille se réunissait dans le grand salon pour discuter de l'avenir des affaires, un homme en costume sombre, portant une mallette en cuir usé, se présenta à la porte. C'était l'avocat du patriarche, disparu depuis les funérailles, et dont personne ne s'était vraiment soucié depuis. Il entra sans un mot, s'assit calmement, et déposa la mallette sur la table basse. « Je suis venu lire le testament », dit-il d'un ton solennel. La pièce devint soudain silencieuse. Les enfants échangèrent des regards. Ils avaient déjà commencé à répartir les biens entre eux. Certains comptes bancaires avaient été vidés, des propriétés vendues en douce, les entreprises réorganisées. Ils pensaient que tout leur appartenait de droit. Le testament n'était pour eux qu'un détail administratif. Mais quand l'avocat ouvrit le document, sa voix changea de ton. Il commença à lire à haute voix, avec une lenteur intentionnelle. Les mots étaient clairs, choquants, implacables. Le testament avait été modifié quelques mois avant la mort du patriarche, en présence de témoins légaux. Le silence tomba lourdement